Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Le président de la République n'est-il finalement qu'un roi comme un autre? Cette question fait beaucoup de bruit depuis 2023, depuis le passage en force d'Emmanuel Macron et son gouvernement sur la réforme des retraites. Mais elle fait encore plus de bruit depuis la dissolution du 9 juin 2024. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Caprice d'un président laissé bougon par l'insigne défaite que son camp avait subie aux élections européennes. Bougon, il le fut davantage après la défaite aux législatives qui a vu le nouveau Front populaire arriver en tête. Il a donc décidé de jeter par la fenêtre une vieille convention démocratique en nommant à Matignon un personnage issu d'un des partis dont le score était le plus faible, les Républicains. Les motions de censure n'y ont rien changé. Après avoir poussé Michel Barnier à la porte, il a choisi François Bayrou. François Bayrou est foutu à la porte. Il nomme un républicain, Sébastien Lecornu, au poste de Premier ministre en moins de 24 heures. Aucun nom issu du NFP, pas même du PS, n'a effleuré l'esprit d'Emmanuel Macron. Fût-ce une seconde. Et le nom de Lucie Castet a l'air définitivement tombé aux oubliettes. Les 2 dernières années que nous venons de vivre réactivent en réalité un vieux débat. Un débat qui est posé dans l'espace public en réalité depuis au moins 1964, lorsque François Mitterrand publie le coup d'État permanent. Il y dénonçait déjà une pratique personnelle du pouvoir et un président de la République devenu tout-puissant. Position renforcée par son élection au suffrage universel direct. Dans les années 2000, Arnaud Montebourg, tout d'abord, puis Jean-Luc Mélenchon ont tour à tour proposé de sortir de la Ve République pour revenir à un système réellement parlementaire et en finir avec cette prétendue monarchie présidentielle. On l'a peut-être oublié, mais le retour en 1958 du général de Gaulle faisait rappeler aux têtes pensantes de l'époque celui du maréchal Pétain en 1940. Et pour rassurer, non sans sarcasme, mais sans réellement rassurer non plus, il disait aux journalistes « Ce n'est pas à mon âge que je vais commencer une carrière de dictateur ». Ainsi, peut-être qu'Emmanuel Macron se considère, lui, comme assez jeune pour en considérer une. Cette Ve République n'est-elle finalement que le symptôme d'une appétence bien française pour l'autoritarisme et la figure du chef? Doit-on mettre fin à cette Ve République ou tout simplement mettre fin au concept de constitution? On parle de tout ceci avec la constitutionnaliste Eugénie Merriot dans l'entretien d'actu. C'est parti. Bienvenue pour cet entretien d'actu. Alors pour parler de tous ces sujets qu'on vient d'évoquer en introduction, Macron, Lecornu, la Ve République, je suis en compagnie d'Eugénie Merriot. Bonsoir Eugénie. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors vous êtes habituée de ce plateau, vous la connaissez peut-être, mais je vais quand même vous présenter. Vous êtes constitutionnaliste, politologue, maîtresse de conférences à l'université Panthéon-Sorbonne et vous êtes autrice de Constitution, paru aux éditions Anna Mosa. Alors cet ouvrage, il résonne très fort avec l'actualité qu'on est en train de vivre en ce moment, entre le vote de confiance, la démission de François Bayrou, la nomination à peine 24 heures après de Sébastien Lecornu. Est-ce qu'on est en train de vivre une crise de régime ? Alors, l'une des questions que soulève cet ouvrage porte sur la nature de la Ve République. À l'aide de comparaisons internationales, une des grandes questions qui se pose est la suivante. S'agit-il d'un régime autoritaire par nature, qui révélerait sa vraie nature sous l'interprétation faite par Emmanuel Macron, ou au contraire, l'interprétation des institutions faite par le président actuel marque-t-elle une dérive des institutions? Donc, quelle est la nature véritable de cette Ve République? Comment elle a été pensée? Et deuxièmement, est-ce que cette nature, elle est plutôt de type présidentialiste ou de type parlementaire dans son architecture? Donc en fait, la question parlementarisme versus présidentialisme est un peu plus, si on élargit un peu la focale, la nature autoritaire ou démocratique de cette Ve République. Alors on peut procéder en 2 temps. Premièrement, si on s'intéresse à la nature parlementaire ou présidentialiste de notre Constitution,
Les événements que vous venez d'évoquer ont clairement démontré que le caractère parlementaire de notre Constitution est, dans une certaine mesure, cosmétique. C'est-à-dire que, certes, il y a une responsabilité du Premier ministre devant l'Assemblée, mais cette responsabilité n'a aucune espèce d'incidence sur la nature du régime, la nature parlementaire du régime, puisqu'en réalité, le Premier ministre procède du président et non du Parlement, comme ça devrait être le cas en régime parlementaire, et ce, même en absence de majorité. Parce que la grande justification de la Ve République jusqu'alors, ça a toujours été, certes, cette Ve République, elle est plutôt, elle a tendance à créer ce président, cet hyper-président qui concentre tous les pouvoirs, mais c'est parce que les Français le veulent, et dès qu'ils n'en veulent plus, ils créent avec leur vote aux élections législatives, une situation de cohabitation qui remet dans une certaine mesure une forme d'équilibre entre le président et le Parlement. Et le président doit se soumettre au Parlement et donc désigner un Premier ministre qui sera un Premier ministre de cohabitation et qui réduit drastiquement les pouvoirs du président. On voit que ce n'est pas le cas puisque les Français se sont exprimés dans les urnes à la suite de la dissolution et que le président de la République a refusé systématiquement de nommer un Premier ministre qui serait une émanation du Parlement. Donc la nature parlementaire de notre régime, qui est certes inscrite dans cette responsabilité du Premier ministre devant le Parlement, n'est en réalité qu'une forme de poudre aux yeux. D'ailleurs, c'est en lien avec la genèse de la Ve République que je rappelle dans ce livre. Au départ, lorsque le général de Gaulle révise la Constitution de la IVe République, d'ailleurs en violation des procédures de révision de la Constitution de la IVe République, mais passons, lorsqu'il fait rédiger cette Constitution de la Ve République, Michel Debré et le Parlement veulent un régime parlementaire. Donc ce que de Gaulle promet, et la base du compromis, c'est que le régime, certes, il aura une tendance à créer un président au-dessus des partis comme le voulait de Gaulle, mais nous resterions dans une république parlementaire. Et c'est la raison pour laquelle, au départ, le général de Gaulle... Alors, bon, il y a beaucoup de travaux et il faudrait davantage encore de travaux pour savoir exactement la nature de la manœuvre consciente ou inconsciente du général de Gaulle en 1958, mais en tout cas, au départ, il est élu par un collège de grands électeurs. Donc il n'y a pas élection directe du président au suffrage universel. De la Troisième et Quatrième République où le président de la République est élu au suffrage universel indirect. Voilà, indirect. Mais alors, il ne l'est pas par les parlementaires, et ça, c'est très important. Il l'est par un collège de grands électeurs. Donc déjà, ça différencie du régime parlementaire classique dans lequel le président procède du Parlement. Et ça altère évidemment complètement la nature des rapports de pouvoir entre président et Parlement. Donc là, déjà en 1958, le général de Gaulle sort de la logique parlementaire avec ses grands électeurs, qui rappellent beaucoup plus les États-Unis d'Amérique, où le président est élu par des grands électeurs. Et puis ensuite, évidemment, il introduit l'élection directe du président au suffrage universel. Et à ce moment-là, donc, on change de régime, en effet, et on bascule dans autre chose, c'est-à-dire un régime hybride entre parlementaire et présidentiel, dans une certaine mesure, tout en gardant cette caractéristique parlementaire. Donc, ce que nous avons vu se produire sous le général de Gaulle, qui était une pratique très présidentialiste du pouvoir, se reproduit chez Emmanuel Macron. Alors, on peut faire un plus fort encore, parce que là, par exemple, tu revenais tout à l'heure sur le fait que Emmanuel Macron n'a pas du tout respecté le choix des urnes. C'est une convention démocratique qui a plutôt été respectée dans l'ensemble depuis le début de la Ve République. Et c'est un inédit, là, c'est un précédent qu'un président ne respecte pas cette convention. Alors, deux choses. Il y a le viol de la Constitution en elle-même et le viol des conventions de la Constitution. Ça n'a pas exactement la même dimension au niveau juridique et au niveau politique non plus. Donc au niveau juridique, notre Constitution a été, de l'accord de toute la doctrine, violée plusieurs fois déjà. C'est le cas par le général de Gaulle lorsqu'il révise la Constitution justement pour changer de régime en 1962, où il utilise l'article 11, qui est le référendum législatif, pour faire un référendum constitutionnel, c'est-à-dire sans passer par le Parlement. Donc on a déjà une violation dont je parle dans le livre en disant que c'est le viol fondateur de la Ve République, sauf qu'après, nous nous sommes accoutumés à cette violation initiale, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, plusieurs partis
partis politiques, notamment le RN ou l'AFI, disent qu'on peut tout à fait passer par l'article 11. Alors pour l'AFI, non pas pour réviser directement la Constitution, mais pour créer une constituante, donc c'est autre chose, mais en tout cas pour le RN, directement pour réviser la Constitution par l'article 11. Même si, bon, ils ont un petit peu changé d'avis au fur et à mesure, mais en tout cas, il y a cette idée que oui, ce viol de la Constitution en 1962, il peut être lavé en considérant qu'il y a là une forme de convention qui s'est formée, une coutume constitutionnelle. Donc c'est ce que j'appelle le mariage réparateur, c'est-à-dire qu'on va toujours essayer, notamment dans la doctrine juridique, de ne pas reconnaître les violations qui ont eu lieu, parce que sinon ça reviendrait à reconnaître que nous sommes dans un régime où on peut violer la Constitution en toute impunité, donc nous sommes dans une forme de régime autoritaire. Ouais, il ne faut pas trop le montrer. Voilà, il ne faut pas trop le dire. Et donc, on crée toutes ces doctrines a posteriori pour faire ce mariage réparateur qui lave le viol d'origine. Bon, c'est toute une partie sur le rapport entre la propriété de la Constitution et puis le sexisme, le patriarcat qui est inhérent à cette Constitution de la Ve République. Toujours est-il que, donc en 1962, on a ce viol de la Constitution, et puis on a une pratique très autoritaire de la part du général de Gaulle, qui, son Premier ministre est soumis à une motion de censure, décide de répliquer par une dissolution de l'Assemblée et de renommer le même Premier ministre. Et c'est exactement ce que fait Emmanuel Macron à nouveau, c'est-à-dire qu'en fait, il est en rapport de force avec l'Assemblée, il choisit la dissolution. Et ensuite, plutôt que de se soumettre, donc après les élections de juillet 2024, plutôt que de se soumettre, il a choisi de refuser la démission de M. Attal, sachant que c'est également inconstitutionnel, puisque dans le texte de la Constitution, le président n'a pas le pouvoir de refuser la démission de son Premier ministre, normalement. Et il l'a fait 2 fois pourtant. On a l'impression que c'était un peu un coup de com', ça, à l'époque. Gabriel Attal qui dit « je démissionne ». Est-ce qu'il avait vraiment l'intention de démissionner, puisque si constitutionnellement rien ne l'empêche de le faire, pas même le président de la République, pourquoi il est resté? Alors ça, il faudrait lui demander directement. Mais en tout cas, Elisabeth Borne, elle avait vraiment remis sa démission. Elle voulait vraiment démissionner, je crois. Et il avait refusé sa démission. Et ensuite, quand elle s'est fait démissionner, vous vous souvenez, elle est allée sur TF1, elle a dit que ce n'était pas sa démission, mais qu'elle avait été révoquée. Et ça, la révocation du Premier ministre, c'est un attribut monarchique qui n'est pas dans la Constitution. Ouais. En 1958, lorsque le général de Gaulle présente cette Constitution, et lorsque Michel Debré la présente aussi au Conseil d'État, il n'est pas du tout question de la possibilité de révoquer le Premier ministre, qui n'est pas du tout inscrite dans les textes. Donc ça, ce sont des violations textuelles de la Constitution qui ont été faites j'ai parlé de M. de Gaulle, et par Emmanuel Macron. Une autre violation textuelle de la Constitution, c'est la dissolution en elle-même, puisque l'article 12 prescrit qu'il doit y avoir une consultation a priori du Premier ministre et des présidents des assemblées, et on sait que ces consultations n'ont pas été faites par M. Emmanuel Macron, qui a dissous seul, sans faire les consultations. Comment aurait-il eu le temps de faire ces consultations, vu qu'il a annoncé la dissolution à peine les résultats des européennes annoncés? Voilà, absolument. Une décision qui ressemble en plus à un caprice, parce que, finalement, son camp a perdu. Bougon, il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale de son propre chef. Et Montesquieu définissait le despotisme comme le règne d'un seul, dicté par ses seuls caprices. Qui gouverne tout par ses seuls caprices. Donc oui, il y a toute cette dimension-là de violation textuelle, et puis ensuite, il y a les violations des conventions de la Constitution. Mais ça, c'est beaucoup plus politique, c'est-à-dire que c'est un rapport de force sur comment interpréter ces conventions de la Constitution. Et en effet, la nomination du Premier ministre... En termes de convention, normalement, si on est dans un régime parlementaire, évidemment, comme au Royaume-Uni, la convention, c'est que après les élections, le chef du parti ayant remporté les élections est nommé Premier ministre par le roi ou la reine, le monarque, le chef d'État, sans qu'il y ait aucune discussion. Si discussion il doit y avoir, c'est une discussion entre les partis politiques au sein du Parlement. C'est la même chose en Allemagne avec les contrats de coalition, etc. Donc cette convention-là, elle a été violée en effet. On peut parler d'une autre convention qui a été violée. C'est donc quand Elisabeth Borne voulait démissionner après les législatives en 2022, il a également refusé cette démission. C'est-à-dire qu'il a considéré, alors même qu'il disait que les législatives devaient être des sortes de mid-term, il a considéré que les législatives ne remettaient pas en cause son choix de Premier ministre, alors qu'elle avait été désavouée. Donc, l'ensemble de ces violations du texte de la Constitution, plus des conventions de la Constitution, doit en effet
nous inquiéter, d'autant plus si on les rapporte à l'ensemble des petites phrases qui ont été prononcées par M. Emmanuel Macron. Je pense notamment à l'idée du troisième mandat. Si vous vous souvenez, à cette époque, Emmanuel Macron avait fait flotter, avait fait dire par, il me semble que c'était Bruno Le Maire, mais à vérifier qu'il faudrait peut-être un troisième mandat. Il avait dit que l'interdiction du troisième mandat était une funeste connerie. À la fin de son interview sur TF1, qui a duré 3h30 ou 4 heures, je crois, en mai dernier, je crois, il avait conclu en disant qu'il était vraiment le seul président à ne pas pouvoir se représenter. Et que n'importe quoi. Voilà, il n'avait pas réutilisé le terme de funeste connerie, mais c'était sur le bout de ses lèvres. Donc l'ensemble de ces déclarations, plus donc l'interprétation que M. Emmanuel Macron a fait de la Constitution jusqu'à aujourd'hui, doivent nous inquiéter. Et d'ailleurs, j'ai oublié un exemple, mais en fait, au fur et à mesure que je parle, les exemples remontent. Ouais. Je pense à l'article 18, c'est le droit de message du président aux assemblées. Lorsqu'il a été élu en 2017, la première chose qu'il a faite, souvenez-vous, c'est de réunir les deux assemblées en congrès à Versailles, quelque chose qui n'avait pas été fait depuis Louis-Napoléon Bonaparte, oui, pour faire un grand discours du trône. Ah oui, peut-être, d'ailleurs, oui, j'en parle, un grand discours du trône, donc sans vote ni débat, pour court-circuiter le Premier ministre. Donc une entreprise de sabotage de l'institution du Premier ministre depuis le premier jour de son élection. Mais peut-être effectivement que Emmanuel Macron n'a jamais autant symbolisé les critiques qui étaient faites déjà depuis longtemps, notamment à gauche par Arnaud Montebourg ou Jean-Luc Mélenchon, quand ils expliquaient qu'il fallait passer à une 6e République, en parlant de monarchie présidentielle. On n'a peut-être jamais été autant dans le fait du roi avec Emmanuel Macron. Même en revenant là, sur cette histoire de nomination de Sébastien Lecornu, je le disais tout à l'heure, à peine 24 heures après le départ de François Bayrou, suite à la confiance qui n'a pas été accordée par l'Assemblée nationale, cette séquence se conjugue parfaitement avec le début de ton livre, parce qu'on finit par avoir l'impression que, voilà, quelque part, il dit « Arrêtez, vous n'aurez pas de Premier ministre de gauche issu du NFP ou même pas du PS. C'est moi qui décide, je mettrai un Premier ministre macroniste ou de droite, peu importe, mais je ferai ce que je voudrais. » Et on a même un peu l'impression qu'il s'en amuse de cette situation et de ce pouvoir qu'il s'octroie sur les institutions. C'est vrai que la séquence avec le gouvernement démissionnaire de plus d'un mois, 1 mois et demi, 40 jours, je crois, pendant la trêve olympique, était assez édifiante. Là, je m'étais fait la remarque, c'est un projet de livre aussi peut-être, si nous devions écrire les lettres persanes en 2025 et que nous avions des voyageurs étrangers qui venaient en France pour observer la démocratie française, mais qu'écrirait-il ? C'est-à-dire que nous avons un président qui dissout l'Assemblée par surprise, qui fait un coup d'État, une forme de coup d'État institutionnel. L'objectif étant, on l'a appris, c'est sorti pas mal dans la presse, qu'il avait a priori comme ambition de nommer Jordan Bardella Premier ministre, donc une manœuvre politicienne. Le résultat des urnes n'est pas conforme. Il refuse de nommer un Premier ministre pendant quasiment 2 mois. Oui, quasiment 1 mois et demi. Parce que je crois que Barnier a été nommé début septembre. Je crois que je l'ai noté quelque part. 38 jours. Gouvernement démissionnaire pendant 38 jours, donc un record. Et là, nous avons un gouvernement donc, qui expédie les affaires courantes depuis plus de 3 semaines, puisque nous n'avons pas de nouveau gouvernement. Oui, parce que c'est vrai qu'il n'y a que le Premier ministre qui a été nommé. Pour l'instant, pas de gouvernement. Et ça, c'est en cela que nous arrivons à une forme de crise de régime, dans la mesure où, certes, la Ve République, elle avait été, depuis son origine, elle n'a jamais prétendu être très démocratique. Elle n'a jamais prétendu être un modèle de démocratie. Elle a toujours prétendu être un modèle d'efficacité, de stabilité. Et donc, cette stabilité impliquait des petites concessions en termes de démocratie. C'est l'invention du parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire que voilà, l'exécutif va pouvoir contrôler le Parlement, l'agenda législatif, l'ordre du jour, etc. Il va pouvoir gouverner contre l'Assemblée en cas d'absence de majorité. Donc, c'était vraiment l'idée de De Gaulle, c'était vraiment ça. Il fallait une république efficace, avec un gouvernement stable pour ne pas retomber dans les travers de la 4e qu'il détestait tant. Que se passe-t-il ? Les travers autoritaires de la Ve République
non seulement se sont accentuées, Ouais. mais la stabilité est devenue instabilité. Nous avons tout de même, depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir, nous avons eu 7 premiers ministres. Nous allons bientôt nous approcher de la moyenne de la 4e qui est à 7 mois. En tout cas, si on parle du 2e quinquennat d'Emmanuel Macron. Ouais, c'est énorme. Donc l'ensemble de l'édifice de légitimation de la Ve République qui passait par cette idée de stabilité, de capacité à faire adopter des budgets sans être renversé par l'Assemblée, s'effondre. Donc les partisans de l'ordre, comme les partisans de la démocratie, dirons-nous, ou en tout cas les partisans du caractère nécessairement parlementaire de cette République, ne peuvent plus, ni les uns ni les autres, défendre le bilan de M. Emmanuel Macron. Mais même le bilan de la Ve République, parce que là tu parlais de stabilité, on viendra à Emmanuel Macron après, sur la stabilité de la Ve République, tu parles du nombre de premiers ministres qu'il y a eu depuis Emmanuel Macron. Mais en fait, si on regarde depuis même le début de la Ve République, c'est pas si stable que ça. Le seul et unique gouvernement de législature qu'on ait connu, c'est celui de Lionel Jospin. Il n'y en a pas eu d'autres. Donc ça veut bien dire que c'est pas si stable. En tout cas, pas sur 5 ans. À partir du moment où le Premier ministre procède du fait du prince, et à partir du moment où cette élection présidentielle corrompt, elle aspire l'ensemble de nos institutions, elle corrompt tous les candidats à l'élection présidentielle. Ça, en tout cas, c'est peut-être une thèse radicale, mais en tout cas, cette élection directe du président au suffrage universel, elle crée tout un ensemble de dysfonctionnements. Elle crée une corruption aussi au sein de l'État qu'il ne faut pas nier. Et donc, à partir du moment où nous avons ce système-là, nous créons les conditions d'un hyper-président qui ensuite utilisera tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution, et Dieu sait qu'ils sont énormes. Donc l'ensemble de l'édifice de la Ve République, en particulier qui est structuré autour de l'élection du président au suffrage universel direct, elle crée les conditions d'une dérive autoritaire. Ouais, en plus, justement, ça nous permet de revenir sur Emmanuel Macron, parce qu'il y a un petit point que je voulais aborder, c'est quand par exemple tout à l'heure tu évoquais le fait de remettre en question le principe de deux mandats successifs, qui ceci dit ne l'empêcherait pas de faire un 3e mandat en 2032, il faut quand même le rappeler. Il y a aussi souvent cette menace de l'article 16 qui plane dans les grands moments d'instabilité politique et notamment sociale. Il y a souvent cet article 16 qui est balancé comme ça souvent par la presse comme un espèce d'épouvantail. Attention, la dictature de salut public, c'est jamais bien loin. Oui. Parce que le texte ne dit pas dictature de salut public, mais on peut l'appeler comme ça, l'article 16. On peut dire que c'en est une. Oui, alors salut public pour qui ? Mais en effet, dans la séquence depuis le second quinquennat d'Emmanuel Macron, et même le premier d'ailleurs au moment notamment des Gilets jaunes, nous avons eu des petites phrases dans la presse par l'entourage de M. Emmanuel Macron sur l'article 16. Et je vous rappelle qu'il a également dit, il a déclaré « Je ne me priverai d'aucun pouvoir constitutionnel dont je dispose ». Il l'a déclaré, il a aussi dit tout ce qui est dans la Constitution peut être utilisé. Donc à 2 reprises, là très récemment, il a dit « je ne me priverai d'aucun pouvoir dans la Constitution » et il y a plusieurs années, il avait dit « tout ce qui est dans la Constitution peut être utilisé ». Il avait déjà dit cette phrase-là de manière plus nuancée. Donc il laisse planer aussi la possibilité de l'article 16. Généralement, lorsque certains dénoncent l'existence de l'article 16, ils sont considérés comme criant au loup alors que l'article 16 n'a jamais été utilisé. C'est faux, l'article 16 a été utilisé pour proroger l'état d'urgence, c'était le cas du général de Gaulle en 1961, de manière indéfinie. Et ça, c'est un décret que je montre souvent à mes étudiants. Proroger l'état d'urgence de manière indéfinie. C'est ce que l'article 16 permet. Et c'est ce qui a été fait par le général de Gaulle. Et nous avons eu, donc, dans ce moment-là, en 61, de 61 à 63, 2 ans d'état d'urgence. Et c'est pendant ces 2 ans d'état d'urgence-là que le régime a changé, puisqu'il y a eu le fameux référendum sur l'élection directe du président au suffrage universel. Donc, cet article 16, il est bien réel et c'est une forme de force de dissuasion nucléaire, tout comme la bombe nucléaire n'a pas à être utilisée
peut-être d'ailleurs que je fais la comparaison dans le livre, n'a pas à être utilisé pour produire des effets sur l'ensemble du système. C'est la même chose pour l'article 16. Ce n'est pas pour rien que M. Emmanuel Macron dit je suis jupitérien. C'est la foudre de l'article 16 et des autres pouvoirs propres, mais tout au sommet, il y a cette possibilité de l'article 16. Et ça permet d'ailleurs de parler de l'état d'urgence en règle générale, parce que nous avons de plus en plus recours à l'état d'urgence sous la Ve République, et en particulier sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, puisque l'une des premières grandes lois, donc ça je le dis souvent, je le répète, l'une des premières grandes lois adoptées par le quinquennat d'Emmanuel Macron, le premier, c'était de faire passer dans le droit commun, par la loi SILT, les grandes mesures liberticides de l'état d'urgence. C'est-à-dire que l'état d'urgence fait désormais partie de la loi ordinaire, ce qui a permis par la suite à M. Emmanuel Macron de faire adopter d'autres états d'urgence. On pense notamment à l'état d'urgence sanitaire. Alors quand on regarde la situation politique, on se doute bien que quelque part Emmanuel Macron et son camp essayent aussi de gagner du temps en vue de 2027, qui n'est plus si loin maintenant, hein, ce n'est que dans 2 ans, moins de 2 ans même. Et dans une partie du livre, il y a quand même un moment très saisissant où tu nous expliques que la constitution russe, à l'époque de Boris Eltsine, adopte une constitution qui est, je vous cite, un calque de la Ve République. À quoi vous ajoutez, mais surtout de la pratique gaulienne des institutions. Vous allez vous dire quoi par là? Alors, par exemple, je viens de mentionner, j'ai mentionné tout à l'heure, cette possibilité de révoquer le Premier ministre et que le Premier ministre soit responsable devant le roi. Devant le président, lapsus. Ouais. Ce qui est donc la caractéristique de la monarchie. C'est un bon lapsus. Dans notre Constitution, ce n'est pas écrit. C'est-à-dire qu'il est tout simplement écrit, le président nomme le Premier ministre. Ouais. Il n'est pas écrit. Et c'est la pratique, l'interprétation par les présidents successifs qui a mené à ce qu'on considère et à ce qu'en pratique, le Premier ministre procède du président de la République, même en cas d'absence de majorité. Et ça, il faut quand même le noter, parce que c'est quand même nouveau depuis 2024. Dans la Constitution russe, donc en 1993, Boris Eltsine, c'est ce grand réformateur. Il faut libéraliser un pays qui sort du système soviétique, avec des réformes extrêmement brutales, de privatisation, qui mènent à une paupérisation. Et donc l'objectif est d'avoir une constitution qui permette à la fois de faire entrer la Russie dans le camp des démocraties libérales occidentales, donc en prenant un modèle type la France, et d'autre part qui permette tout de même d'être autoritaire, c'est-à-dire de faire passer les réformes contre l'Assemblée. Et c'est la raison pour laquelle la pratique du général de Gaulle inspire Boris Eltsine, qui demande un calque avec la codification des conventions de la Constitution, c'est-à-dire de la pratique du général de Gaulle, très autoritaire. Ouais. Donc c'est la raison pour laquelle, en effet, par exemple sur la nomination du Premier ministre, il est écrit clairement dans la Constitution russe que le Premier ministre est responsable devant le président, ce qui, nous, n'est pas écrit, mais est la pratique. Donc tout un ensemble de pratiques qui vont être codifiées dans le texte russe, parce que justement, Boris Eltsine a peur que si ce n'est pas codifié dans le texte, finalement, la pratique soit plus libérale ou démocratique que ce qu'elle n'est en France. Ouais. Voilà, si on fait un simple calque sans codifier la pratique autoritaire, eh bien alors peut-être cette constitution pourrait faire évoluer la Russie dans un sens trop démocratique. Donc c'est ça qui est vraiment fascinant quand on interroge les circulations. D'ailleurs, ça me permet peut-être de parler de la circulation originaire de notre Ve République, qui est la République de Weimar, le modèle qui a inspiré fortement notre système. Donc c'est l'invention du régime semi-présidentiel, même si à l'époque le terme n'est pas encore trouvé, c'est un terme qui interviendra dans les années 70. Mais en tout cas, la République de Weimar, en 1919, c'est cette République qui innove en créant un président de la République élu au suffrage universel direct, mais qui est irresponsable politiquement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être renversé par l'Assemblée, alors qu'il peut la dissoudre. Ouais. Et c'est là le grand déséquilibre fondamental du régime dit semi-présidentiel, c'est ce déséquilibre avec ce président irresponsable politiquement qui peut néanmoins dissoudre la Chambre, et donc ça lui permet d'avoir toute une série de pouvoirs. Et en plus, la République de Weimar a la bonne idée de lui donner un article 16, l'ancêtre de notre article 16, l'article 48, et aussi la possibilité de recourir au référendum. Ouais. Donc l'ensemble de ces attributs monarchistes bonapartistes qui sont mis en œuvre sous la République de Weimar et qui
qui permettent, dans une certaine mesure, la dérive autoritaire du régime et en particulier le recours de plus en plus généralisé à l'article 48, qui permet de plus en plus de s'éloigner du régime parlementaire. Ah oui, il y a un autre exemple que j'ai oublié, très important, qui est l'investiture. Emmanuel Macron, les premiers ministres depuis Jean Castex n'ont pas présenté leur investiture aux parlementaires. Ah oui, effectivement, il n'y a pas eu de, ils n'ont pas soumis leur arrivée à la confiance de l'Assemblée. Oui. Voilà, même, effectivement, c'est une autre convention qui... Même François Bayrou ne l'a pas fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'ensuite, il a demandé un vote de confiance. Ouais. Donc, le recours à l'investiture, c'est une caractéristique du régime parlementaire. C'est-à-dire que le Premier ministre, s'il procède en effet de l'Assemblée, eh bien, doit avoir un vote favorable de l'Assemblée. Or, depuis donc, Jean Castex, les premiers ministres nommés par Emmanuel Macron, de plus en plus déconnectés d'une majorité à l'Assemblée, ça dépend, en tout cas l'évolution elle est très nette depuis 2024 évidemment, ne présentent pas leur investiture à l'Assemblée. Et c'est ce qu'on observe aussi sous la République de Weimar, peu à peu, au cours des années 30, donc au début des années 30 déjà, on a de moins en moins recours, donc le président du Reich a de moins en moins recours à l'investiture pour son chancelier. Dès qu'on n'a pas la majorité, une majorité assez claire, on ne va pas s'y risquer, puisque... Ah, sauf, pourquoi François Bayrou l'a fait ? Peut-être parce qu'il savait qu'il allait prendre une motion de censure, que ça y est, il avait fait son temps, il allait partir, mais je veux dire de le faire au moment de l'investiture, quoi. Absolument. Et puis... Parce qu'il aurait été débouté quasiment tout de suite, il aurait fait 2 jours, Premier ministre. Oui, et puis c'est aussi une décision d'Emmanuel Macron, encore une fois, le fait du prince. Alors pour en revenir à la comparaison avec la Russie, j'ai presque envie de demander si Macron, lui, n'essaie pas d'avoir une pratique poutinienne de ces institutions. Mais surtout, je vais poser la question de manière un peu caricaturale, mais à dessein. Est-ce que Macron ne rêve pas justement d'avoir une trajectoire à la Poutine, hein? On se souvient, Poutine qui était déjà Premier ministre de Boris Eltsine, mais qui ensuite est devenu président. Puis ensuite, c'était effectivement comme la Ve République, d'ailleurs, hein, 2 mandats successifs pour le président. Poutine fait 2 mandats, Medvedev prend sa place, lui devient son Premier ministre. Puis une fois que Medvedev a fait sa présidence, Poutine est revenu. Est-ce que Macron n'essaie pas de faire la même chose ? Justement, la comparaison France-Russie, elle est vraiment, vraiment fondamentale. Elle est souvent écartée, considérée comme quasi blasphématoire parce que la Russie est un régime très autoritaire alors que la France serait la patrie des droits de l'homme. Donc ça renvoie à d'autres travaux, à mes travaux antérieurs sur la frontière de la comparaison entre dictature et démocratie qui joue comme un obstacle épistémologique à faire de la vraie comparaison entre les régimes politiques. Et la comparaison qui s'impose au regard de l'histoire et au regard de l'architecture constitutionnelle, c'est véritablement la comparaison France-Russie. Comme je l'ai dit, c'est un calque non seulement de nos institutions, mais aussi de la pratique de nos institutions qui sont écrites dans le texte russe. Et donc il y a toute cette circulation historique et puis cette pratique qui converge dans une certaine mesure de 2 puissances qui sont des puissances nucléaires. Alors je vais revenir peut-être là-dessus dans un instant, mais en tout cas, cette comparaison, elle s'impose beaucoup plus que la comparaison avec l'Allemagne, ça c'est certain. Et en effet, dans le rapport entre le président et le Premier ministre, vous avez... D'ailleurs, il y a eu des cohabitations dans le passé en Russie, mais vous avez une tendance monarchique avec un président qui, grâce à ses pouvoirs propres et grâce à son élection directe au suffrage universel, sa capacité de recourir au référendum, peut dominer totalement son Premier ministre qu'il nomme et qu'il révoque à souhait, ce qui lui permet, et alors qu'il est irresponsable politiquement, ce qui lui permet en effet de pouvoir se maintenir au pouvoir. Qu'a fait Vladimir Poutine ? Il a fait voter une révision constitutionnelle qui supprimait de la Constitution le mot « consécutif ». Donc il y avait une limitation à 2 mandats consécutifs. Il a fait enlever consécutif pour pouvoir... voilà. Et en plus, disant que cette révision constitutionnelle remettait les compteurs à 0, ce qui lui permet de se maintenir. Et il a tout de même, dans une certaine mesure, respecté la Constitution lorsqu'il a fait appel à Medvedev pour être président, pour le nommer Premier ministre. Donc est-ce que ce scénario-là serait envisageable en France ? C'est difficile d'être dans les manœuvres ou dans l'esprit de M. Emmanuel Macron, mais a priori, il y a déjà pensé. On peut penser qu'il y a déjà pensé. Est-ce qu'en France, la résistance à une telle manœuvre serait suffisante pour l'en empêcher ?
Il faudrait déjà que peut-être les macronistes retrouvent le rapport de force qu'ils avaient en 2017, mais ça, c'est pas gagné. Tous ces scénarios fiction, ils les rêvent, au moins. Oui, premièrement, et puis surtout, depuis 2024, c'est-à-dire en 1 an et demi, depuis juillet 2024, en un petit peu plus d'1 an, nous avons vécu tous les scénarios fiction que nous n'aurions jamais imaginés. Donc, voilà, tout peut porter à croire que nous aurons encore des nouvelles surprises. Il a annoncé, lors de son interview sur TF1, le recours à un référendum qui n'existe pas dans la Constitution. Pourquoi pas? Donc, il y a toute une série de possibilités. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il refuse de démissionner et il refuse de nommer un Premier ministre qui ne procéderait pas directement de lui-même. Ouais. Ah oui, et sur la question nucléaire, il y a deux aussi. Alors, je voudrais quand même dire sur la comparaison avec la Russie que la dissolution est beaucoup plus encadrée en Russie. Ah ouais. C'est-à-dire que la dissolution, elle est ça. plus modelée sur la 4e République que sur la 5e République. Pour qu'il y ait dissolution, il faut une crise ministérielle, c'est-à-dire l'impossibilité de recueillir la confiance pour le Premier ministre, qui d'ailleurs doit être investi. Donc à ce niveau-là, c'est plus parlementaire que la 5e République en Russie. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de dissolution en Russie. Voilà, donc pour cette question de la dissolution. Et sinon, pour la question nucléaire, un autre aspect très important de notre 5e République, c'est la possibilité qu'a le président de nous faire marcher vers la guerre, et de nous faire marcher vers la guerre sans contre-pouvoir, c'est-à-dire que ce n'est qu'au bout de 4 mois que le Parlement peut s'opposer à la guerre ou à une opération extérieure. Oui, effectivement. Et la question du déclenchement du feu nucléaire, c'est une question qui ne se pose pas directement dans la Constitution, mais dans le Code de défense. Tout porte à croire, même si les avis peuvent diverger, que c'est un pouvoir non contresigné du président de la République. Ouais. Et donc, nous sommes là face à une situation dans laquelle nous avons dans nos institutions la potentialité de l'ensemble des crises qui se sont d'ailleurs manifestées sous la République de Weimar, avec la possibilité d'une marche vers la guerre et d'un autoritarisme à l'intérieur de nos frontières. Et c'est deux régimes identiques qui se font face, la Russie et la France, avec cette possibilité pour le président de faire marcher vers la guerre, sachant que dans un régime de type bonapartiste de type bonapartiste césariste, l'un des leviers qu'a le président de la République pour asseoir sa légitimité, c'est une bonne guerre. Ouais. Une bonne guerre qui permet de rassembler toutes les troupes derrière soi, de justifier un gouvernement d'union nationale et peut-être de faire oublier de très mauvais sondages. En tout cas, ça a fonctionné pour Vladimir Poutine. Est-ce que ce n'est pas ce qu'est en train d'essayer de faire M. Emmanuel Macron lorsque justement il nous parle de toutes ces possibilités de partir en guerre, de soutenir l'Ukraine. Donc, c'est vrai qu'il nous il y a laisse là un penser que vrai ça démange, risque. en tout cas. Il y a là un vrai risque. En tout cas, il fait apparaître un désir de guerre. En tout cas, il y a quelque chose qui paraît irresponsable dans son comportement dans tous les cas. Ce qui peut emmener le pays en vers accord une guerre avec, complètement absurde dans laquelle on n'aurait pas grand-chose à faire en réalité. Voilà, et à laquelle il serait très très difficile de s'opposer par des voies constitutionnelles. Alors, et Conseil constitutionnel dans tout ça? Alors, à quoi il sert? Il est censé être garant justement de cette Constitution. À quoi sert-il? Donc, le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a été créé en 1958, il est créé au service du parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire cet encadrement du pouvoir législatif, ou plutôt cette dépossession du pouvoir législatif par le contrôle de l'exécutif de l'ensemble de la procédure parlementaire et de l'ensemble d'ailleurs des moyens réciproques qu'ont les pouvoirs pour s'équilibrer. Le parlementarisme rationalisé, c'est aussi le fait que la motion de censure soit très difficile à être adoptée puisqu'il y a la dissolution en face, etc. Donc le parlementarisme rationalisé, c'est un moyen de s'assurer que l'exécutif contrôle le Parlement et est prééminent par rapport au Parlement. Le Conseil constitutionnel, il a été pensé comme un moyen d'empêcher le Parlement de s'émanciper du pouvoir exécutif par toute une série de mécanismes.
Michel Debré parlait d'un canon braqué sur le Parlement avec le Conseil constitutionnel. Donc, au départ, le Conseil constitutionnel faisait très peu de contrôle de constitutionnalité des lois. Vraiment, il a été pensé au départ pour contrôler les règlements des assemblées, pour s'assurer que les assemblées ne créent pas de règlements avec trop de commissions parlementaires, qui auraient trop de pouvoir, etc. C'est vraiment le début du Conseil constitutionnel. Et puis, peu à peu, c'est vrai que le Conseil s'est émancipé de ce rôle-là de chien de garde de l'exécutif, comme on dit. Il est devenu davantage gardien des droits et libertés. Mais là aussi, je voudrais nuancer. Et c'est un chapitre du livre que malheureusement, j'ai dû supprimer du livre car il n'y avait plus de caractère disponible. Et malheureusement, ce livre doit rester court, mais j'espère que je publierai ce chapitre ailleurs. Le Conseil constitutionnel, lorsqu'il s'émancipe, il raconte une fable disant en 71, il s'est émancipé de son rôle de gardien de l'exécutif, d'auxiliaire du pouvoir exécutif, pour devenir gardien des libertés en incluant dans la Constitution la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, par exemple, de 1789. Donc il a dit, à partir de sa grande décision liberté d'association en 1971, il a pu contrôler la constitutionnalité des lois vis-à-vis de grands principes constitutionnels issus de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Donc c'est une avancée, sauf qu'il y a une autre lecture qu'on peut faire de cette grande avancée de 1971. Donc oui, c'est au moment, après la mort du général de Gaulle, donc c'est le moment où le Conseil peut s'émanciper. Il y a aussi une autre histoire derrière, c'est que ça va permettre au Conseil constitutionnel une prise de pouvoir aussi, une forme de prise de pouvoir, puisqu'il va maintenant pouvoir être créateur de normes dans une certaine mesure. Et cette prise de pouvoir, elle ne se fait pas selon des intérêts qui sont les mêmes que ceux du Parlement. Elle se fait selon les intérêts propres des membres du Conseil constitutionnel qui sont nommés par le président et les présidents des assemblées. Donc, s'il peut y avoir parfois certains membres nommés par les présidents de l'Assemblée nationale, ils sont toujours en infériorité de toute façon par rapport aux ceux qui sont nommés par le président du Sénat et ceux qui sont nommés par le président de la République, sachant en plus que le président nomme le président. Donc le président de la République nomme le président du Conseil constitutionnel. Donc cette inclusion de la DDHC, elle va donner lieu notamment à l'invention par le Conseil constitutionnel des libertés économiques. Les libertés économiques qui ne sont pas dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais le Conseil constitutionnel va déduire de l'article 4 sur la liberté et ce qui ne nuit pas à autrui. Donc, elle va déduire de cet article 4, la liberté est de pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui. Elle va déduire la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie, etc. Et on va voir tout au long de l'histoire du Conseil constitutionnel que sa législation, en tout cas son action, sera profondément marquée par un caractère antisocial, qui est d'ailleurs l'ADN, dans une certaine mesure, des juridictions constitutionnelles de par le monde, et en particulier de celle des États-Unis, la Cour suprême. Quand on parle de gouvernement des juges, c'est une expression de Édouard Lambert en 1921, donc un comparatiste français qui se rend aux États-Unis pour étudier la Cour suprême états-unienne et son contrôle de constitutionnalité, que nous n'avons pas encore en France. Mais nous sommes en 1920, donc ça commence à se développer avec Hans Kelsen en Autriche notamment. Donc une constitution qui sera complètement balayée. Beaucoup dans ton livre, d'ailleurs, Hans Kelsen, parce que c'est Dieu le Père dans les universités de droit, et il faut tuer Dieu. Il faut tuer le père pour s'en émanciper. Donc c'est une entreprise d'assassinat de Kelsen, mais un assassinat tout à fait respectueux dans les formes. Toujours est-il que le gouvernement de juge désigne la manière dont la Cour suprême des États-Unis a pris un pouvoir de contrôle de constitutionnalité pour invalider toutes les législations sociales aux États-Unis sur le fondement de la liberté d'entreprendre qu'elle invente par la même occasion. Et en fait, le Conseil constitutionnel fait la même chose. Procède un petit peu de la même logique. C'est-à-dire que les droits et libertés qui sont au départ, en tout cas celles de la DDHC, même si c'est aussi la DDHC une conception libérale du droit, donc la propriété, le droit de propriété, et le droit fait partie des droits imprescriptibles à article 2, c'est le droit le plus sacré, article 17, en accord ensuite avec le Code civil de Napoléon de 1804, où nous avons l'article 544 qui dit que la propriété est le droit le plus absolu. Donc, en accord avec toute cette vision libérale dans la DDHC, eh bien, le Conseil constitutionnel
donne des libertés économiques, va de plus en plus donner des libertés économiques aux acteurs privés, exactement comme le fait la Cour suprême. Et donc on peut penser à toute une série, par exemple la loi sur le secret des affaires, à laquelle le Conseil constitutionnel n'a rien trouvé à redire. Je voudrais donner un autre exemple, la fable sur le Conseil constitutionnel. Donc là, je parle pour tous mes étudiants et étudiantes auxquels je dois enseigner cette fable. En 1974, il y a un grand moment de démocratisation de l'institution du Conseil constitutionnel, où désormais il va pouvoir être saisi par l'opposition. Donc on ouvre la saisine à 60 députés et 60 sénateurs. Donc ça ouvre la saisine à l'opposition et c'est un grand moment de droit de l'opposition, d'ouverture des droits de l'opposition, c'est-à-dire qu'on va transformer, on va pouvoir continuer la bataille politique perdue au Parlement, on va la continuer et la transformer en bataille juridique au Conseil constitutionnel. Bon, déjà, l'idée, ça peut être considéré comme problématique sur le principe, mais en tout cas, c'est généralement considéré comme une avancée démocratique. Mais la vraie raison de l'ouverture de la saisine en 1974, quelle est-elle ? Elle est la suivante. C'est que la droite a peur de perdre les élections et l'un des programmes de la gauche, concerne les nationalisations. Donc il s'agit de s'assurer que le Conseil constitutionnel puisse invalider et censurer les lois de nationalisation. Ce sera d'ailleurs le cas en 1982 où le Conseil constitutionnel invalidera un certain nombre de dispositions concernant les lois de nationalisation. Donc le Conseil constitutionnel, il a dans son ADN, il a dans sa genèse cette disposition qui est reflétée dans la composition de ses membres. D'ailleurs, cette disposition à lutter contre la législation sociale. Le livre d'Édouard Lambert sur le gouvernement des juges s'intitule « Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis ». Voilà, donc Mais du coup, le Conseil constitutionnel est j'ai l'impression qu'à t'entendre définir les prérogatives et l'action du Conseil constitutionnel, depuis 1974, du coup, si je veux bien comprendre, c'est moins un chien de garde de l'exécutif qu'un chien de garde du système... pour le dire grossièrement, libéral capitaliste. Oui, et je vous renvoie aux excellents travaux de Alain Supiot, professeur au Collège de France, et Laureline Fontaine, professeure de droit public à la Sorbonne Nouvelle, qui ont écrit sur cette question de la liberté d'entreprendre. Si mes souvenirs sont exacts, dans leurs travaux, ils analysent très très finement la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour montrer dans quelle mesure la liberté d'entreprendre connaît de moins en moins de limites, c'est-à-dire que les dérogations à la liberté d'entreprendre sont de moins en moins acceptées par le Conseil constitutionnel, et c'est toute l'histoire des années 70, 80, 90 jusqu'à aujourd'hui, et ça continue. Alors, c'est la raison pour laquelle, ça c'est un point que j'ai déjà eu l'occasion de soulever, je pense, sur ce plateau, l'une des raisons pour lesquelles c'est dommage d'être dans ce fétichisme du droit et de la bataille juridique par rapport à la lutte sociale, comme on l'a vu sur le terrain de la réforme des retraites, où C'était pour ça que tu étais venu la première fois sur le plateau du Média, d'ailleurs. Mais peut-être. Un espoir s'était levé vis-à-vis du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Un espoir, évidemment, qui était très très mal placé, puisque on savait qu'il allait valider cette réforme. Évidemment, que ce soit la composition des membres ou que ce soit l'esprit général de l'institution, il s'agit de protéger les intérêts du grand capital. Ouais. J'ai envie quand même de dire de poser une question sur cette... En tout cas, quand tu écris le livre, ça transpire un petit peu justement ce côté... tu parles beaucoup de ce que tu dis, le mariage contrarié entre libéralisme et démocratie. Comme si, en fait, finalement, c'était un espèce de noce funèbre, quoi, quelque part. Un truc qui pouvait pas accoucher de grand-chose. Et il y a en même temps cette espèce de conception, on a l'impression qu'on n'est jamais vraiment sorti de cette conception monarchique du pouvoir. Une appétence comme ça pour la figure du chef, qui a l'air d'être intrinsèquement française. Est-ce que c'est dû à son histoire récente ? Comment tu expliques un petit peu cette appétence, justement, pour ça ? Oui, alors j'utilise cette métaphore du mariage, l'horrible mariage qu'on connaît dans les contes de fées, qui est généralement une sorte de mariage forcé, et qui se termine toujours par « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants », alors qu'en fait...
On peut s'imaginer que Qu'ils ont divorcé en 6 mois que ces enfants sont monstrueux et que c'est une vie horrible dans un château de servage, etc. Bref, pour revenir sur... donc il y a toute une série d'études sur les contes de fées, les rapports entre contes de fées et droit, etc. Je vous renvoie à tout le mouvement littérature et droit si ça vous intéresse. Toujours est-il qu'en effet, nous avons d'une part le libéralisme dont l'objectif est de préserver la propriété, donc de limiter le gouvernement pour qu'il n'empiète pas sur les propriétés. C'est John Locke dans le texte. Ouais, et tout exactement. est pensé en termes de propriété. Les droits de l'homme sont des propriétés individuelles et évidemment la propriété des esclaves. Donc il y a toute cette... Et puis la propriété du maître sur sa maison, sa femme, ses enfants. Et donc qui résonne très bien avec l'ensemble de l'esthétique des contes de fées tels qu'on les connaît. Et puis d'autre part, l'idée de la souveraineté du peuple, de la démocratie, donc il y a un mouvement de constitution d'une force populaire où l'objectif ici n'est pas de limiter le gouvernement, mais plutôt de lui donner du pouvoir, de lui donner du pouvoir d'agir. Donc ce sont deux logiques qui sont très contradictoires et qui ont donné lieu à cette démocratie libérale, qui est une forme de compromis entre la confiance dans le peuple et la méfiance envers un gouvernement égalitariste. Ouais. Voilà, donc cette démocratie libérale, c'est un oxymore, selon moi, au même titre que... démocratie représentative aussi. Au même titre que démocratie représentative. Donc démocratie représentative, au départ, donc au XVIIIe siècle, la démocratie, c'est la démocratie directe. C'est Rousseau. Voilà, c'est Rousseau. Le peuple français croit être libre, pourtant il ne l'est pas. C'est souveraineté populaire. Voilà. Qui s'oppose à la souveraineté nationale, comme qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, donc l'idée chez Rousseau est la suivante. Le gouvernement représentatif, les élections sont une forme d'aristocratie, n'ont rien à voir avec la démocratie. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve chez Montesquieu. En fait, pendant tout le XVIIIe, on pense que dans la typologie des régimes, il y a la démocratie, qui est la démocratie directe de type athénienne, avec tirage au sort. Et d'autre part... alors ça dépend des auteurs, mais en tout cas, par exemple, Montesquieu, pour l'aristocratie, c'est le système dans lequel il y a l'élection. Et donc, le gouvernement représentatif, c'est un gouvernement aristocratique qui s'oppose à la démocratie, qui, elle, est fondée sur le sort. Et Sieyès le dit très bien en 1789, donc j'ai tout un passage aussi sur Sieyès. Tu parles de Sieyès aussi, effectivement. Voilà, un autre père qu'il convient de tuer en le réhabilitant. J'y viendrai peut-être après. Toujours est-il que... Réhabilitant, ah ouais. Dans certaines de ses idées, oui. Okay. Il a quand même inventé le pouvoir constituant. C'est vrai. Il y a quelque chose d'incroyable dans la force du concept de pouvoir constituant, c'est-à-dire nous pouvons créer les institutions dont nous rêvons. Et ce pouvoir d'imagination est illimité. C'est ce qu'il nous dit quand il invente le pouvoir constituant, lorsqu'il dit qu'est-ce que le tiers-État a été jusqu'alors, rien, qu'est-ce qu'il doit être tout. Donc il y a vraiment cet élan rousseauiste chez Sieyès, mais pourtant, après, évidemment, il dit non, il faut surtout que la France ne soit pas une démocratie, elle doit être un gouvernement représentatif. Ouais. La France, les Français qui ne sont pas éduqués, etc., ne peuvent s'exprimer que par la voix de leurs représentants. Ils ne doivent pas pouvoir s'exprimer directement. Évidemment. Donc il a tout un passage là-dessus. Et donc, toute l'histoire du XIXe siècle, c'est l'histoire du mariage entre démocratie et libéralisme. Et d'ailleurs, c'est l'histoire aussi du combat entre la monarchie et les parlements du XIXe siècle. Au cœur de ce combat, il y a le droit de dissolution du monarque, qui est devenu un droit de dissolution, du coup, maintenant du président. Voilà, mais ce qui est assez incroyable, et je pense que souvent, on a tendance à l'oublier, c'est que la dissolution, en 1789, c'est ce contre quoi on se bat. Le fait que le roi puisse convoquer et renvoyer les chambres selon son caprice. Et c'est pour ça que dans la première constitution de 1791, il n'y a pas de droit de dissolution, même si nous sommes dans la monarchie. Nous sommes dans la monarchie constitutionnelle sans droit de dissolution. Et en 1830, ce qui donne naissance à la révolution des Trois Glorieuses, c'est précisément le fait que Charles X veuille dissoudre.
2 fois de suite. Oui, c'est ce qui a déclenché, oui, effectivement, les 3. Et 1877, c'est la même chose. Donc la grande crise du 16 mai 1877. Ouais. D'ailleurs, c'était un 16 mai aussi en 1830. Donc nous attendons le 16 mai 2026. Donc le 16 mai 1877, le président monarchiste MacMahon dissout. Il veut une chambre monarchiste, il a une chambre républicaine et il ne veut pas soumettre. Mais finalement, il se soumet parce que mais alors pourquoi quand même cette appétence? Alors finalement, c'est peut-être plutôt une appétence effectivement des élites politiques pour cette figure du chef. On voit par exemple, là on parlait d'Emmanuel Macron, là, mais on va parler de Nicolas Sarkozy, là tout récemment, qui a été condamné à 5 ans de prison. On voit tout son ex-état-major, du coup c'est un ex-roi présidentiel. C'est tout son ex-état-major, son ex-cour, du coup Henri Guénaud, tous les gens qui l'ont suivi, qui étaient autour de lui. Mais même d'autres, hein, les éditorialistes de tout bois, enfin, ils sont tous là en train de dire mais quel scandale. Ils sont là à dire carrément que ça remet en cause l'état de droit. En fait, ils assument totalement l'idée qu'un président de la République, un ministre, ou ces gens-là, sont des justiciables à part, qui ne sont responsables de rien pénalement ou juridiquement. D'où vient cette appétence pour cette figure du chef comme ça, là, du chef suprême, intouchable, immuable et séculaire? Alors, petite anecdote, dans un de mes cours, j'ai donné un exposé à faire à mes étudiants sur l'élection. Faut-il supprimer l'élection du président au suffrage universel direct? Je m'attendais vraiment à un exposé qui porterait sur les modalités de la suppression. Et au contraire, leur conclusion était la suivante. Les Français aiment tellement l'élection au suffrage universel direct, c'est tellement l'élection reine. Et ils sont tant attachés à la figure du chef qu'il faut au contraire renforcer cette élection et puis avoir un système beaucoup plus présidentiel sur le modèle états-unien. Donc c'est assez étonnant que même chez des jeunes qui ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble de la jeunesse, mais en tout cas, on le voit aussi sur TikTok, il y a même chez la jeunesse une sorte de fascination pour le chef. C'est quand même assez édifiant. Et après, c'est une pensée d'État, c'est-à-dire que toutes nos institutions, de l'école primaire jusqu'à l'INSP, forment des personnes qui a pensé selon des hiérarchies. Et d'ailleurs, le droit, c'est exactement ça. Hein. Peut-être que on en parlera davantage, mais lorsqu'on parle de la pyramide de Kelsen, qui est une forme d'invention, en tout cas une représentation géométrique de ce qu'a dit Kelsen, alors qu'il n'a pas directement parlé de pyramide, on est dans cette représentation géométrique d'un sommet avec un dieu unique qui est la Constitution, en fait, qui est l'émanation on est dans la théologie politique, et ensuite cette pyramide qui devient de plus en plus large avec tout en bas le peuple. Et donc, on parle de sommet et de base. Et on a retrouvé ça dans les mots d'Emmanuel Macron. Donc cette représentation géométrique-là, elle se décline dans toute une série de savoirs qu'on enseigne à l'école, et c'est peut-être la raison pour laquelle on ne pense qu'avec les chefs, avec la hiérarchie. C'est aussi très lié au libéralisme, qui est le paradigme dominant, qui pense qu'il y a des élus et des supérieurs et des inférieurs. C'est aussi la falsification qu'on a faite de Darwin. Enfin, tout ce paradigme dominant du libéralisme, de la compétition et du chef se retrouve dans nos institutions. Sur le chef, il y a quelque chose qui est aussi très fascinant, c'est... bon, là, je vais rentrer dans on finit l'entretien, donc je me permets de rentrer dans un truc un peu technique, c'est Max Weber. On a l'impression que le président de la République, dans sa conception française de la chose, combine idéal typiquement, pour reprendre le terme weberien, aux 3 schémas de domination qu'il avait décrits. En tout cas, dans un seul et même personnage, on a les 3 formes de domination en même temps. Pendant l'élection présidentielle, on a cette domination charismatique, parce qu'il faut que chaque candidat se montre comme l'homme providentiel pour lequel il faut voter. Puis ensuite, on a effectivement les 2 autres, dans l'exercice du pouvoir, la domination traditionnelle, donc la figure du président-roi, et l'égal rationnel, parce que validé par des diplômes, des titres, une élection, et donc par la Constitution et le droit. Oui, et j'avais préparé une citation de M. Emmanuel Macron, qui illustre cela. Il a déclaré, lorsqu'il était candidat en 2017, c'est un entretien très connu de 2017 dans le 1, je crois, « La démocratie comporte toujours une forme d'incomplétude car elle ne se suffit pas à elle-même. Il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent.
dans la politique française, cet absent est la figure du roi, dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort. La terreur a creusé un vide émotionnel, imaginaire, collectif. Le roi n'est plus là. Alors on a essayé de réinvestir ce vide, d'y placer d'autres figures. Ce sont les moments napoléoniens et gaullistes. Notamment, le reste du temps, la démocratie française ne remplit pas l'espace. On le voit bien avec l'interrogation permanente sur la figure présidentielle qui vaut depuis le départ du général de Gaulle. Après lui, la normalisation de la figure présidentielle a réinstallé un siège vide au cœur de la vie politique. Pourtant, ce qu'on attend du président de la République, c'est qu'il occupe cette fonction. Tout s'est construit sur ce malentendu. Donc il s'inscrit là dans l'idée conservatrice qui est enseignée dans nos écoles et dans nos universités avec le roman national, celle des grands chefs, des grands hommes et du tropisme français pour le chef. Et c'est dans un article auquel je fais référence, je commençais par cette phrase provocante. Est-ce que les Français sont prêts pour la démocratie ? Est-ce qu'ils ont déjà été prêts pour la démocratie ? On voit qu'après chaque coup d'État des Bonaparte, ils valident le coup d'État par un plébiscite à 80 ou 90%. Donc ils acquiescent à leur servitude volontaire. Et on le voit aussi après les élections présidentielles, et on l'a vu en 2022, après l'épisode des Gilets jaunes, notamment une réélection de M. Emmanuel Macron. Donc est-ce qu'il y a en effet une forme d'incapacité à imaginer autre chose au moins. Voilà, à sortir de cet imaginaire du chef maltraitant. Ouais. En fait, la Constitution de la Ve République, on pourrait dire que c'est une forme de maltraitance de la démocratie. J'utilise aussi ce terme dans d'autres de mes travaux. Il y a de la violence dans les mots qui créent ces institutions extrêmement... qui dépossèdent le peuple. Ouais. Voilà, il y a une haine du référendum aussi dans cette Constitution qui, encore une fois, est aussi une forme de maquillage parce que nous avons l'article 3, la souveraineté s'exerce par la représentation, certes, la voix des représentants, mais aussi par le référendum. Or, le référendum, il a été utilisé comme plébiscite par le général de Gaulle, c'est vrai, mais ensuite, le référendum n'a été utilisé que de manière de moins en moins respectueuse des électeurs. Le dernier de 2005, sur le traité sur la Constitution européenne, n'a pas été respecté. Et après ça, la révision constitutionnelle de 2008 a limité l'usage du référendum en matière d'élargissement de l'Union européenne, tout en introduisant un faux référendum d'initiative partagée qui ne peut pas être mis en œuvre. Alors, j'aimerais finir là-dessus. Ça va être la dernière question, le dernier petit sujet. Parce que je vous reconnais dans le livre l'art de certaines formules un peu sarcastiques et à un moment donné, vous posez la question de est-ce que finalement, il ne faudrait pas carrément se débarrasser de la Constitution, du concept de Constitution. Et bien du coup, je vous pose la question, je vous retourne la question, est-ce qu'il ne faudrait pas se débarrasser? Parce qu'on parle de 5e République, passer à une 6e République, retour à la 4e, j'en sais rien, peu importe son nom, est-ce que finalement, il ne faudrait pas tout simplement se débarrasser du modèle de la Constitution? Alors, je termine en effet sur une critique du droit et du fétiche du droit. Je rejoins en ça les travaux d'une de mes collègues que j'ai déjà citée et qui est venue ici aussi, Laureline Fontaine, qui a écrit un excellent livre, La Constitution au XXIe siècle. Le fétiche du droit, il est problématique dans la mesure où il dépolitise. Ouais. C'est d'ailleurs pour cela que les libéraux, la pensée libérale, aiment tant le droit, parce que ça permet de mettre à distance le politique et de dissimuler des rapports de force sous une légitimité de type universaliste et technique, tout en éloignant l'interprétation du commun des mortels ou des citoyens par ce caractère technique, un petit peu comme les exégètes religieux. Donc il y a vraiment cette dimension qui passe par l'écrit, par la forme de technicité, par la nécessité, par ce savoir savant et spécialisé, d'éloigner dans une certaine mesure les citoyens de la prise de décision et de la capacité à interpréter les institutions par le droit. Donc c'est toute une évidemment
une théorie qu'on appelle l'école critique du droit, qui se développe depuis les années 70-80 aux États-Unis et qui se nourrit, entre autres, de Marx, de Derrida, etc. Etc. Non, ce sont deux grands courants différents. Le courant marxiste qui voit le droit comme étant une superstructure qui ne vise qu'à légitimer les intérêts de la classe dominante sous des atours universels et consensuels. Et d'autre part, toute la tradition de Derrida, de la déconstruction, qui justement vise à mettre à nu, derrière les institutions, la vérité des rapports d'autorité et de force. Et qui voit donc dans le droit un outil, un instrument de domination violente. Ouais. Donc oui, c'est toute une remise en cause. Je laisse la question ouverte parce que, évidemment, je n'ai pas la réponse et cet outil de constitution peut être quand même utilisé, peut être quand même mobilisé au service de l'émancipation. Mais toujours est-il qu'il faut être capable de, ne serait-ce que de poser la question, est-ce vraiment là ce que nous avons de meilleur ? Dans le monde entier aujourd'hui, les régimes politiques se ressemblent de plus en plus. Il y a une grande convergence, notamment des formes. Parce que tous les régimes du monde entier ont désormais leur constitution, très standardisée. Vous allez voir n'importe quelle constitution, elles se ressemblent toutes. Elles commencent de la même manière avec un préambule, toujours le peuple, etc. Bon, à quelques exceptions près, l'Arabie saoudite, mais sinon, dans la grande majorité des États, on a des constitutions très standardisées, on proclame des droits et libertés. Dans le même temps, il y a des états d'urgence qui permettent de limiter ces droits et libertés. Et dans le monde entier, vous avez cette mondialisation d'un droit global qui est à la fois, si vous voulez, libéral et démocratique, et d'autre part extrêmement violent par les états d'urgence, par toutes les exceptions aux droits et libertés. Donc est-ce que cet outil-là est le plus approprié pour s'organiser politiquement et pour avoir des droits? Donc j'ai toute une réflexion aussi, mais qui n'est pas dans ce livre, dans d'autres travaux, sur la notion de droits humains. Est-ce que c'est le meilleur outil pour satisfaire des besoins? Ouais. C'est une question intéressante. Effectivement, moi je pose la question de façon un petit peu provocante pour ouvrir la discussion dessus, parce que j'ai bien vu que vous ouvriez vous-même la conversation à ce sujet dans le livre. Évidemment, ce n'est pas une réponse à laquelle on peut répondre par non, c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, pour revenir à CIS, il y avait l'idée, à la fin du XVIIIe siècle, de constitution par génération, de constitution générationnelle. C'est une idée que je trouve tout de même intéressante parce que ça permet, si on pose sur la table la question de la Constitution tous les 10 ans, par exemple, mais qui ne passe pas par des élections, un processus véritablement de discussion, un peu sur le modèle des conventions citoyennes, par exemple, où périodiquement, on remet à jour nos institutions et on les actualise. Et on en change si on veut en changer, et on le fait d'une manière qui ne passe pas par l'élection, qui est en effet reliée à cette tradition du chef, du grand homme, patriarcal, sexiste, classiste. On peut sortir par le moyen ou l'idée de constitution, d'atelier constituant, on peut sortir de ce paradigme-là. Donc la conclusion ouverte, elle est plutôt optimiste par rapport à ce que nous pourrions faire de la Constitution, mais il faut sortir de l'idée du contrat social libéral. Ok. C'est un beau mot de la fin, je trouve, Eugénie. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. Merci beaucoup. Et d'avoir répondu aux questions. Je rappelle, vous êtes constitutionnaliste, politologue et enseignante à l'université Panthéon-Sorbonne, et donc autrice de cet ouvrage Constitution, paru aux éditions Anamosa. Merci encore, Eugénie. Merci. Et on espère te revoir bien souvent sur le plateau pour parler de ce sujet qui est quand même passionnant et qui passionne de plus en plus, d'ailleurs, la Constitution, notamment depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Et je pense que le personnage n'est pas pour rien dans ce regain d'intérêt pour la conversation. On se rend compte des potentialités autoritaires de ce texte. Ouais, c'est clair. Merci, Eugénie. Et merci à vous d'avoir suivi cet entretien d'actu. Avant de vous quitter, le petit laïus habituel, souvenez-vous, il y a un petit peu plus d'1 an, le média était auditionné par l'Arcom pour investir la TNT. Plutôt qu'une chaîne libre et indépendante, l'Arcom a décidé de perpétuer le phénomène de concentration des médias en attribuant un canal TNT au milliardaire Daniel Kretinsky. Aujourd'hui, 2 nouvelles opportunités s'offrent à nous.
la TNT nationale ou la TNT francilienne. Et c'est quand même 12 millions de téléspectateurs potentiels. La TNT doit redevenir un bien commun, un espace d'expression pluraliste, accessible à toutes et tous, qui reflète la richesse des idées, des cultures et des générations, qui nous permet par exemple d'avoir ce genre de conversation critique sur la constitution de la Ve République. Un outil démocratique, pas une rente pour les puissants. Alors faites signer notre pétition sur tnt-d-1d.fr pour une TNT libre, ouverte et démocratique. Merci encore pour votre attention et votre fidélité et je vous dis à très vite sur les antennes du Média.